On est au Japon en 1960 et un vétéran de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, exerce un rayon téléporteur pour exercer une terrible vengeance. C'est la prémisse de L'homme téléporté de Jun Fukuda de 1960. C'est pas le vrai titre. Il n'y a pas de titre en français pour ce film-là. Il n'a jamais, à ma connaissance, été distribué en français. Le titre japonais, c'est Denso Ningen, que Google Translate me dit, qui veut dire l'homme téléporté. Et en anglais, il est connu sous le titre de The Telegian ou Secrets of the Telegian. C'est l'épisode d'aujourd'hui de Pourquoi c'est bon, où je regarde tous les films de science-fiction de 1895 à peu près 1991. Donc voilà. Qu'est-ce que ça raconte en vérité? Ben, c'est ça, c'est l'homme téléporté, au début, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. En fait, on sait qu'il y a des meurtres. La première séquence, c'est un meurtre. Mais, puis on se rend compte éventuellement que c'est une sorte de tueur en série avant que le concept existe, là, qui est à l'œuvre, si on ose dire ici. Il tue un à la fois. Il tue les gens avec une baïonnette. Et puis essentiellement, ça a l'air d'être quasiment un homme invisible qui commet les meurtres. C'est toujours dans des circonstances impossibles. Puis éventuellement, les victimes à venir commencent à recevoir des messages. Telle date, à telle heure, vous allez être assassiné. Puis ça se passe. Peu importe à quel point ils se protègent, ils font venir la police, peu importe, le meurtrier réussit toujours à les rattraper, puis voilà. Puis ça prend un certain temps, au moins une bonne demi-heure facile avant qu'on se rende compte que, bon, c'est ça, c'est une histoire de vengeance, puis c'est directement lié à la Deuxième Guerre mondiale. Les victimes, c'est toutes c'est essentiellement des gangsters. Certainement les principales victimes qu'on voit évoluer jusqu'à la fin du film. C'est un petit groupe de gangsters et puis on apprend dans un flashback que c'est ça, dans les derniers jours de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où tout était perdu, ils avaient la mission d'escorter un scientifique et ses notes. Mais à la place, ils ont essayé de voler une cargaison d'or qu'ils avaient trouvée. Puis, un des soldats de la bande, lui, il n'était pas au courant. Quand il découvre ça, il prend pas. Il dit, on n'a pas le droit de faire ça. C'est déshonorable de faire ça. C'est pas correct du tout. Il est vraiment indigné. Puis, les autres lui tirent dessus, puis ils le descendent. Puis, ils descendent aussi le scientifique. Ils sortent en courant, ils font exploser, c'est dans une caverne, tout ça que ça se passe, ils font exploser la caverne à la dynamite, ils les enterrent vivants, puis ils se disent, bon, on reviendra chercher l'or dans un an. Puis quand ils reviennent, l'or est là, mais les deux ont disparu. En gros, c'est ça. Donc, je suis pas certain que l'or est là, en fait, mais c'est un détail rendu là. Fait que pourquoi c'est bon? C'est ça. Bon, ben, les meurtres sont commis par téléporteur. Avant tout, c'est un film d'effets spéciaux. Donc, c'est ça. Le scientifique, finalement, il a survécu avec ce soldat intègre-là. Et puis, le savant a découvert un téléporteur. Puis, c'est ça. C'est ça que le gars utilise là, pour exécuter ses meurtres. Puis, c'est un film à effets spéciaux. Donc, ce que les Japonais appellent le tokusatsu, je pense. Là. Donc, je ne suis pas certain du mot. Là. Si je me trompe, je l'écrirai dans les notes dans la vidéo. Mais c'est ça. Puis, bon, les effets spéciaux sont très cool, en fait. Ça marche très bien. C'est un peu le genre d'effet comme les communicateurs dans la Guerre des Étoiles. Là, où est-ce qu'on... Essentiellement, on filme une télévision, puis c'est ça qui donne l'effet de distorsion. Puis les effets spéciaux pour un film de 1960 marchent très bien, en fait. Mais la principale raison pour laquelle c'est bon, c'est que l'atmosphère est extrêmement efficace, en fait. Non seulement c'est efficace, mais le climat qui est reproduit, le climat que le film provoque, m'a-t-il semblé à moi, c'est pas un climat de 1960, c'est un climat de film japonais d'horreur contemporain essentiellement. C'est assez remarquable.
bon, c'est ça, tokusatsu, ça veut dire film à effets spéciaux en japonais, puis dans l'industrie cinématographique japonaise, de la manière que eux pensent à ces films-là, horreur, science-fiction, monstres géants, tout ça, c'est toute la même catégorie de films, essentiellement. C'est-à-dire des films à effets spéciaux. Puis, ça a été dit souvent que le premier Godzilla, c'est un film d'horreur, en vérité. Puis, si vous l'avez vu, là, la version japonaise, pas le remontage américain, mais la version originale, là, japonaise, en noir et blanc, en vérité, c'est assez terrifiant, quelque part. C'est parce que ça raconte... Godzilla est une métaphore de la bombe nucléaire, puis ce que ça raconte, c'est la dévastation nucléaire. Ça marche, là. Bon. Mais... c'est pas le même genre de climat qu'ici, où la terreur est beaucoup plus morale et existentielle, en quelque part. Puis, qui est, encore une fois, je pense qu'on peut faire le rapprochement au niveau de la sensation qu'on ressent quand on regarde, par exemple, bon, je mentionne souvent Cure, là, de Kurosawa de 97, parce que je l'ai vu dans le temps, puis ça m'avait marqué, là. Mais, tu sais, c'est ça, même d'autres films plus récents de Kurosawa, le Kurosawa qui fait des films d'horreur, évidemment, ils partagent généralement cette atmosphère-là c'est ça, là, de lourdeur, mais plutôt d'angoisse existentielle, où on sent qu'il y a quelque chose qui va nous punir, puis, ou qui va punir nos héros, mais c'est un peu la même chose. Puis, puis dans le film, c'est ça, comme je disais, ça prend longtemps avant qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Puis, on sait que les gangsters se doutent de ce qui se passe, puis on voit que eux sont terrifiés de quelque chose, puis ça, c'est extrêmement efficace. Parce qu'ils commencent à deviner que, ouais, le seul qui peut être vraiment en train de commettre ces crimes-là, c'est le gars qu'on a assassiné il y a 15-16 ans. Mais il est mort, ça se peut pas. Bon, puis c'est ça. Puis il en parle comme d'une sorte d'ange exterminateur, de statut du commandeur, là, donc d'être humain mais surnaturel, comme une présence, là, c'est ça, un esprit vengeur. Puis voilà, ça crée vraiment une anticipation, ça marche, c'est extrêmement efficace, c'est super bon. C'est ça. Donc, d'autres éléments qui sont bons dans le film, ben, à peu près tout est bon en vérité. Il y a un petit truc au début de comédie sentimentale là, qui est un petit peu cucu, là, un petit peu, puis la musique est pas terrible dans cette séquence-là de à peine 2 minutes en vérité, là, ou mettons 5 minutes. Mais tout le reste du film est très efficace. Il y a des moments, ça m'a fait penser au Silence des agneaux, là, carrément. Là. Surtout la confrontation finale entre Clarisse et Sterling, où la fille parle au tueur. Elle sait pas dans le Silence des agneaux, c'est ça. À la fin, elle rencontre le gars, mais plus ou moins par accident. Elle débarque chez eux à moitié par hasard. Puis là, elle est en train de parler au tueur en série qu'elle cherche depuis le début du film. Puis nous, on a vu qu'est-ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire, c'est épouvantable. Mais elle, c'est ça. Elle sait pas que c'est lui. Bon, mais... puis elle s'en rend compte progressivement. Fait qu'il y a une séquence qui est comparable à ça dans L'homme téléporté. Fait que c'est ça. Donc, j'ai mentionné vite fait la musique, à part pour le petit bout de Keten. La musique, soit il n'y en a pas, des grands bouts, soit quand on en a, c'est de la musique contemporaine qui fait beaucoup penser, à mon oreille à moi, à Howard Shore, qui a fait les films de Cronenberg dans les années 80-90. Je ne sais pas s'il a fait les plus récents, mais c'est... bon, dans Dead Ringers, je pense que c'est lui. Dans Crash, certainement, c'est lui. Je pense que Naked Lunch, c'est un mélange de Howard Shore et Ornette Coleman. J.K. Ornette Coleman. Mais peu importe, l'idée, c'est que c'est de la musique dissonante, mais qui est à la fois terrifiante et très belle. Puis c'est tout un art d'écrire de la musique comme ça. Ça s'improvise pas, ça. C'est une compétence écrire ce genre de musique-là. À titre de comparaison, dans les Doctor Who des années 80, des fois la musique est bonne, mais souvent tu vois que le gars, ça donne l'impression qu'il a plutôt juste mis il a pesé sur des touches sur un clavier.
de manière un petit peu arbitraire pour que ça fasse c'est ça, un conglomérat de notes dissonantes, mais c'est pas habile, c'est ça, dans les Doctor Who des années 80 souvent. Je suis un peu réputé pour ça musicalement, tandis que ici, non, c'est pratiquement du grand art, j'oserais dire. Puis, je mentionnais que la musique est des grands bouts, il n'y en a pas, elle est vraiment parcimonieusement utilisée. Puis ça contribue à son effet. Puis les grands bouts qui n'ont pas de musique, ça m'a fait penser, moi, à Frankenstein de 1931 de James Whale, celui avec Boris Karloff. Parce que justement, c'est souvent l'exemple que j'ai en tête quand je pense à un film où non seulement il n'y a pas de musique, mais c'est une grosse partie de ce qui fait que ça marche. Parce que, c'est ça, on a souvent en tête que la musique dans un film amplifie l'effet dramatique. Hein, c'est la doxa, la théorie courante, en général, c'est ça, on va mettre la musique pour amplifier l'émotion, pour la souligner. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que quand ça appuie trop, ça a l'effet contraire, ça fait débarquer. Vous avez sûrement déjà remarqué ça, là. Puis quand tu mets pas du tout de musique, ou quand tu n'en mets pas pendant genre une demi-heure de ton film, ça crée vraiment un effet de tension, en vérité. Il faut que les acteurs marchent, il faut que le montage marche, il faut que le reste des morceaux soit en place, là. Mais ici, c'est le cas. Donc voilà, il y a plusieurs autres éléments que j'ai aimés dans le film. Essentiellement, j'ai tout aimé, à peu près tout aimé. J'ai trouvé ça excellent, en tout cas. Je vais passer dans un instant à le thème, là, la réflexion par rapport au film aujourd'hui, qui a rapport avec la guerre. Juste avant, j'avais mentionné rapidement que le réalisateur, c'est Jun Fukuda. Puis Jun Fukuda, c'est le deuxième grand réalisateur de films de genre, si on veut, de la Toho, là. C'est pas lui qui a réalisé Onibaba, là. C'est pas lui qui a réalisé Kwaidan. C'est pas le film de genre d'auteur. C'est pas cette telle-là. Mais dans le film de genre plus tokusatsu, le plus grand public, ben, le plus connu, c'est Ishiro Honda, qui a fait les Godzilla. Il a fait genre une quarantaine de films de science-fiction. Il en a fait vraiment beaucoup. Ils sont pratiquement tout le temps bons. Puis Jun Fukuda, j'en parle rapidement parce que ces Godzilla à lui, moi je les aime moins. Je pense que souvent, c'est comme si son cœur y était pas. C'est souvent moins bon, là. C'est sûr qu'ils sont plus tardifs, là. Quoi qu'il y ait des éléments qui sont cool dedans pareil, mais c'est pas le même niveau de film de Godzilla. Mais quand il fait un film de science-fiction qui est pas un film de monstres géants, okay, qui est plus science-fiction horreur conventionnel, entre guillemets, c'est pas des kaijus. Ça m'est arrivé là, puis ça m'est arrivé au moins une fois avant de me dire, coudon, c'est donc ben bon, c'est qui ce gars-là? Ah ben Torbinouche, c'est Jun Fukuda. L'autre film que j'avais vu, c'était SP, E-S-P-Y, qui est un film des milieux des années 70, de pouvoir télépathique, là, un peu semi-James Bond. Mais ça aussi, honnêtement, j'avais trouvé ça super bon. C'est le cas ici aussi. Ça fait qu'il y a une Fukuda, je pense que si on regarde juste ces Godzilla, il y a de l'air un peu d'un tâcheron, là, honnêtement, à mon goût à moi. Mais quand on regarde ces autres films, on voit que non, il est très, très, très capable de faire d'excellents films de genre, en fait. Voilà. Puis c'est le cas ici. Donc, le thème d'aujourd'hui par rapport au film... Bon, mais comme vous le savez, je parle souvent de mes affaires de trame narrative, puis ce que j'essaie de faire, entre autres, là-dedans, c'est de développer une méthode de travail, en fait, pour mes réflexions personnelles. C'est bon, moi j'aime beaucoup Michel Foucault, puis honnêtement, j'aime beaucoup Marx aussi, mais pas le Marx militant. J'aime le Marx théoricien et philosophe. Puis j'en parle là parce que dans les deux cas, moi, les conclusions de Marx, c'est pas, j'y souscris pas tellement, en vérité. Mais puis dans le cas de Foucault aussi, il y a des questions qu'on peut se poser. Michel Foucault, là, bien entendu, il y a des questions qu'on peut se poser par rapport à, mettons, la rigueur de sa démarche historique, entre autres. Mais dans les deux cas, on a affaire à des grands penseurs, des gens brillants et intelligents,
qui ont passé beaucoup de temps à développer quelque chose comme une méthode de travail basée sur une supposition qui est aussi la mienne en quelque part, qui est que on sous-estime les choses qu'on prend pour acquis. Puis par les choses qu'on prend pour acquis, je veux dire les histoires qu'on se raconte. Puis ce que j'appelle une trame narrative, c'est les histoires qu'on se raconte sans s'en rendre compte. C'est une manière de le dire. Puis non seulement... Puis là, je vais enchaîner rapidement après ça à la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est un bon exemple ici. C'est ça. Si on prend un exemple dans la vraie vie, OK, parce que c'est autant pour la fiction que pour nos vies tous les jours, si on veut, ben mettons, on prend un gars qui veut devenir médecin, OK, il veut devenir médecin et millionnaire, OK. Bon, fait que l'histoire qu'il raconte ouvertement, c'est le gars qui étudie à l'école, puis qui devient millionnaire, puis médecin, le plus grand chirurgien au monde. Mettons que c'est ça. Mais implicitement, qu'est-ce qu'il raconte en même temps? Ben, il faudrait voir le gars, mais c'est peut-être quelque chose du genre, tu sais, sa mère va l'aimer, ou quelque chose comme ça. Là, c'est peut-être, bon, enfin, je vais être apprécié, enfin, tu sais, est-ce qu'il était rejeté à l'école, ou est-ce que, je sais pas, moi, il y a même une fille qui l'a pas aimé. Je veux dire, je vais pas faire de la psychanalyse à deux scènes, mais c'est pour dire que qu'est-ce qui a motivé ce médecin hypothétique dans la vraie vie à vouloir devenir le plus grand chirurgien au monde? Bien, il y a des raisons à ça. Puis ces raisons, il ne s'est dit pas à lui-même, mais c'est quand même ça qui anime son action. Tu sais. Souvent, c'est ça, on traîne des blessures très longtemps, puis on pense que tout est réglé, on pense que le temps règle des choses. C'est pas le cas, là. En tout cas. Des fois, oui, mais généralement, non. Surtout les blessures émotives. On fait juste les enterrer quelque part, puis après ça, elles se manifestent de manière indirecte là, par justement là, des comportements qui ont de l'air rationnels ou qui ont de l'air... peu importe, mais en fait, c'est ça, c'est des réponses en quelque part à ça. Puis peut-être que le fameux gars, peut-être que fondamentalement, il veut être médecin, mais c'est quand même teinté par ces blessures-là. Je fais ça, j'en parle rapidement parce que je pense que c'est vraiment sous-estimé, ça. Puis je pense que c'est vrai aussi pour les collectivités, etc., etc. Bref, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles je pense que ça vaut la peine là, d'aller dans cette direction-là. Puis c'est ça, tu sais, Marx, entre autres, lui, sa ligne, c'était... c'est ça, écoute, essentiellement, regarde pas ce que les gens disent, regarde ce qu'ils font. OK. Puis, tout ce qui est idéologique et secondaire, là, ce qui est vraiment important, c'est les modes de production, la réalité économique, bon, etc. Là, je l'explique en vraiment 30 secondes. Là, c'est un peu plus subtil que ça, mais en gros, c'est ça. Bon, puis... Il y a un côté où est-ce que je pense qu'il a entièrement raison. Mais moi, je suis tenté de dire, sous réserve, que c'est pas vrai que l'idéologie ou les croyances n'ont pas d'effet. Ont pas d'effet. Ils n'ont pas l'effet que l'idéologie dit qu'elle a. Mais ils ont clairement un gros effet sur comment est-ce que les gens, à tout le moins, se laissent manipuler, là, si on veut employer ce genre de langage-là. Tout ça pour dire que... comment ça se manifeste ici? Ben c'est ça. J'ai listé une grosse liste, là, en vérité, d'éléments narratifs dans ce film-là. Il y en a qu'on retrouve aussi en Occident, mais cette histoire-là de Deuxième Guerre mondiale, c'est... Pour un occidental qui regarde ça, je pense que c'est facile de sous-estimer qu'est-ce que c'est réellement en train de faire puis en train de dire, cet élément-là. Premièrement, c'est ça. Est-ce que c'est réellement un thème central du film? Voici pourquoi oui, à mon avis. Le meurtrier est un vétéran de la guerre. OK? L'événement qui a provoqué son assassinat, dont il se venge, il a survécu, ben, c'est lié à la défaite japonaise. Tous ses camarades, à peu près, décident qu'ils vont en profiter pour se mettre de l'argent dans les poches puis se sauver. Puis lui, par fidélité à
à son devoir, refuse et pour ça il est assassiné. Ça fait que fondamentalement, en quelque part, l'enjeu moral est énormément lié à la défaite japonaise. Puis que c'est un thème, encore une fois, ben, le meurtrier tue tout le monde avec une baïonnette de soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est clairement symbolique, là. OK? C'est son arme de soldat. C'est très typé de soldats de cette époque-là. Bon. Les gangsters, qui sont, comme je mentionnais, là, les principales victimes, celles qu'on va suivre jusqu'à la fin, ben, les gangsters, ses anciens collègues, leur bar, ils possèdent un bar, puis c'est un bar à thématique Deuxième Guerre mondiale. Bon, à l'intérieur, c'est des spectacles de cabaret, puis il y a des hôtesses, là. Je crois que c'est ce que les Japonais appellent des bars à hôtesses. On n'a pas ça ici. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que, bon, à l'intérieur, ça a l'air un petit peu du genre de bar des années 60 qu'on voit dans les films à l'occasion. Mais quand tu rentres dans la porte dans ce film-là, tu es accueilli par dans le film, là, un des employés du bar est habillé en soldat avec une mitraillette avec la baïonnette. Puis là, bienvenue au bar militaire, non. Puis il parle comme un soldat, puis il y a vraiment l'uniforme, là. Bon. Etc. Ça fait que, bon, c'est rare. Voilà, je veux dire, c'est dans le film, c'est assez présent. Bon, puis c'est ça, à la fin, quand on découvre là, vers la fin que bon, le scientifique est encore en vie, c'est ça. Les policiers qui l'ont retrouvé l'invitent à revenir avec eux, puis il dit non, je peux pas vous accompagner parce que le Japon que moi je connaissais a disparu, ça n'aura aucun sens pour moi. De retourner là. Mon Japon à moi n'existe plus. Mais c'est quoi son Japon à lui? C'est le Japon impérial. Fait que, puis, et ce savant-là et donc le tueur, en quelque part, c'est des fantômes de cette époque-là. Bon. Fait que clairement, c'est un thème. Puis, comme je mentionnais, nous, quand on regarde ça, ben nous, je veux dire un occidental, là, puis un occidental 60 ans après, essentiellement, bon, ben c'est facile de prendre ça comme un simple détail, mais tous ces gens-là, dans le film, là, ça vient d'arriver, la guerre, ça a 15 ans, là. Okay, ça fait que la plupart des gens qui ont travaillé sur le film ou qui jouent dans le film, ils l'ont tous connu, cette guerre-là. Ça fait que tous ces gens-là, ils ont vécu une bonne partie d'entre eux ont vécu les années où le Japon était en expansion impériale déjà, où il y avait l'air d'avoir le vent dans les voiles. Certainement, tous ces gens-là ont vécu à l'époque où l'empereur japonais, qui est une figure plutôt symbolique que politique, mais c'est quand même le chef de l'État, ben l'empereur, c'était une divinité. C'est ça, puis c'était une divinité, je crois qu'on pense le shintoïsme, là. Donc, puis c'est ça aussi c'est important parce que c'est pas le même type de divinité que nous on a en tête. C'était pas une divinité comme, mettons, Zeus ou Jésus, si on veut, ou... bon, c'est pas comme ça. OK. Bon. C'est ça. Juste mentionner un détail là-dessus, encore une fois. Parce que là, un des points que je suis en train de faire ici, d'après moi, c'est que c'est difficile pour un non-japonais de comprendre ce film-là. Puis, c'est très, 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 très facile de ne pas remarquer des détails du film, parce qu'il y a une partie des détails du film qui ne sont pas mentionnés, qui sont juste implicites. Le film part pour acquis, non seulement que tu le sais, mais que c'est ta réalité depuis toute ta vie, essentiellement. Puis, parce que nous autres, quand on regarde ça, on a une réalité complètement différente. Ben c'est ça, on comprend pas le film de la même manière que les Japonais l'ont compris à l'époque. Puis c'est très possible de passer complètement à côté du message du film. Donc, puis c'est ça.
dans un contexte où est-ce qu'on se fait dire que... Okay. Présentement, la culture omniprésente, c'est la culture anglo-saxonne. Okay. Puis la culture anglo-saxonne se présente comme une culture universelle. Puis pour nous qui baignons dans cette culture-là depuis toute notre vie, puis particulièrement dans les dernières 20 ans, depuis que l'Internet existe, c'est encore pire, c'est encore plus puissant. Ben, pour nous, il peut sembler en effet que la culture anglo-saxonne est un cadre culturel universel, même que je l'ai déjà entendu dire dans des conversations, dans une boutique, j'entends les gens parler, puis j'ai entendu des gens dire essentiellement ça, que des trucs qu'ils prennent dans la culture anglo-saxonne, dans la culture américaine, ou des expressions même, que ça doit être universel. Puis ce l'est pas, c'est mon point. Ici, c'est parce qu'on est habitué de baigner là-dedans. Puis toutes c'est ça, ces a priori-là, c'est une manière de percevoir le monde qui met l'accent sur certaines choses, qui en remarque certaines, puis qui en ignore d'autres. Okay? Toutes les cultures font ça. Fait que si tout ce qu'on a, c'est des schèmes de référence américains, OK, c'est pas pour les diaboliser, c'est juste la situation présentement, c'est plutôt ça. Okay? Ben, si tout ce qu'on a, c'est des schèmes de référence américains, / anglo-saxons, ça veut dire que les angles morts de notre moyen de perception culturelle, c'est les angles morts des anglo-saxons. OK? Puis, c'est pas neutre du tout, ça. A fortiori parce que, pas pour faire de polémique, mais il y a une chose que les Américains connaîtront jamais, c'est la menace constante ou la possibilité d'être envahi par l'armée américaine. Parce qu'il n'y a aucun pays sur Terre qui est certain qu'il ne va pas se faire envahir par les Américains. Sauf les Américains. Les Britanniques, probablement, l'Australie, bon. Puis, c'est jamais mentionné dans la conversation, mais c'en est un angle mort, ça. OK. OK. Fait que c'est ça, c'est bon... dans ce film-là ici, le truc militaire, une affaire qui est intéressante, c'est que l'Empire japonais, certainement ça n'a jamais été cool, l'Empire japonais. Certainement pas dans les années 30-40 où les fameux ultranationalistes sont arrivés au pouvoir. Puis ça aussi, c'est un exemple de nous, comment est-ce qu'on comprend nationalisme / ultranationalisme. C'est des mots qui sont extrêmement teintés. OK? Puis ils sont particulièrement au Québec d'une certaine manière, parce que le nationalisme au Québec dans les années 60-70, ça avait un certain sens. Puis, beaucoup du jeu du discours public dans les dernières décennies, ça a été d'obscurcir le fait que ce sens-là au Québec, ça voulait dire une certaine chose au Québec, mais que c'était pas le même que, qu'au Japon, tu sais, que c'est pas la même chose un Québécois qui dit j'aime pas ça me faire dire speak white, là. C'est pas la même chose, ça, que un Japonais des années 30 qui dit on va envahir la Mandchourie puis mettre leur tête sur des pics, là. Hein, c'est pas la même chose. Mais dans le discours, c'est ça, dans notre discours à nous, quand on entend nationaliste, certainement depuis plusieurs années, c'est dans le contexte anglo-américain où nationalisme, ça veut toujours dire une maladie mentale collective basée sur un amour du caractère national qui mène forcément à la conquête et à la destruction. Ça, c'est une trame narrative. C'est un élément de la trame narrative. Puis c'est un élément de la trame narrative occidentale. OK? Mais c'est quand même, tu sais, quand on se fait dire ça par quelqu'un qui envahit tout le monde, puis qu'on se fait dire c'est mal d'être nationaliste, OK? C'est mal, toi, si tu te révoltes parce que tu vas envahir les gens, dis la personne qui t'a envahi. Bon.
Ça nous semble naturel parce qu'on baigne dans cette histoire-là à journée longue, puis ça nous semble naturel parce qu'on baigne dans la journée, dans la même... C'est ça, c'est une tautologie, mais voilà. Bon, mais là-dedans, quand il parle d'ultranationaliste, déjà, je serais très curieux de savoir c'est quoi le mot japonais qui est employé. Ça, je le sais pas. Dans les sous-titres, moi, j'ai écouté la version sous-titrée avec des sous-titres anglais, qui est la seule version qui existe en Occident, là. Ben, c'est ça, c'est écrit ultranationaliste. Mais ultranationaliste, c'est un mouvement historique japonais qui est inspiré du colonialisme européen, déjà, qui veut s'inspirer des succès économiques de la France et de l'Angleterre à l'époque, essentiellement, grosso modo. L'époque aussi où est-ce que l'Italie, évidemment, c'est bien connu, essaie d'établir des colonies dans le coin de l'Éthiopie, etc. Bon, ben c'est ça, le modèle économique à ce moment-là, c'est on va se mettre riche en envahissant des pays puis en les exploitant. Fait qu'ils se disent, ben si vous autres, vous le faites, nous, on peut le faire aussi. Ça fait partie de notre modernisation, en quelque part. Puis il y a aussi toute une série sûrement, ce mouvement-là, hyper nationaliste, il doit être en réaction à des phénomènes sociaux au Japon du style, bon, les Japonais ont vécu dans une dictature militaire pendant 300 ans, le fameux shogunat, là, OK? Ben, le shogunat se met en place après une période de guerre civile, OK? Donc, il y a des traumatismes collectifs là-dedans. Okay. Une guerre civile, ça laisse des traces pendant des siècles en général. Okay. Les Américains en parlent encore. Bon, on peut aller checker. Les Britanniques, ça les affecte encore. Quand il y a eu leur guerre civile, là, dans le temps de Cromwell et tout ça. Donc, tu sais, parce qu'on ne connaît pas tous les phénomènes historiques qui mènent au mouvement au mouvement ultranationaliste japonais, qui est excessivement néfaste et toxique, si vous voulez employer un mot à la mode. Bon, c'est certainement néfaste, l'ultranationalisme japonais. Mais quand on regarde ces histoires-là, non seulement on peut... Tu sais, est-ce qu'on peut présumer que c'est forcément exactement la même chose que ce qu'on a connu ici? Mais moi, je pense que non. Je pense que c'est une grave erreur de faire ça, puis je pense que c'est pas utile si ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre le mieux possible qu'est-ce qui se passe pour prendre les meilleures décisions possibles, puis aussi pour apprécier réellement qu'est-ce que la personne en avant de toi essaie de te dire. Donc, voilà, je vais couper ce cours ici pour mon commentaire sur la Deuxième Guerre mondiale, mais je vais finir rapidement en disant que ça m'a fait penser à quand j'ai écouté Aelita. Il y a un élément émotif dans l'atmosphère du film par rapport à ce sujet-là qui m'a fait penser à Aelita, qui est Queen of Mars, dont j'ai parlé, je pense, il y a une semaine ou deux, là. Bon, ben dans Aelita, on est en 1921, après la révolution soviétique, pendant la guerre civile. Puis on voit cohabiter toutes sortes de personnes, entre autres des monarchistes puis des communistes. Mais ils font juste cohabiter ensemble. Ils vivent ensemble, puis ils se parlent ensemble, puis c'est tout à fait normal. OK. Plus tard, dans les films soviétiques, ça peut devenir beaucoup plus rigoureux, évidemment. Là. Mais à ce moment-là, la propagande n'est pas encore vraiment installée. Puis, si tant est qu'elle l'a été, mais ça, c'est un sujet pour une autre question, pour un autre jour. Toujours est-il que dans Aelita, on voit cohabiter des réactionnaires et des communistes qui se parlent comme du monde, se parlent dans la vraie vie. Là. Okay. Puis là-dedans, il y a ça, on a des Japonais des Japonais qui ont réussi, si on veut, après la guerre. Puis on voit essentiellement des gens qui ont la mentalité d'avant la guerre, puis des gens qui ont la mentalité d'après la guerre. On voit des gens qui ont une cinquantaine d'années, donc dans le film, ça fait qu'ils ont été... ils étaient dans la trentaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient dans leurs années de James Bond, là. Tu sais? Donc... puis c'est ça, puis ils cohabitent avec des gens qui n'ont plus du tout cette mentalité-là, puis quand il y a eu un événement comme ça,
tu sais, pour... comment est-ce que tu gères la culpabilité collective, mais aussi le deuil collectif de ce mode de vie-là? Comment est-ce que tu gères les courants et les émotions et les pensées contradictoires qui doivent forcément, ton empire était maléfique, mais c'est tout ce que tu as toujours connu. Puis il exprimait aussi quelque chose auquel tu as été attaché pendant un bout de temps. OK? Donc, ça prend des décennies faire ce travail-là, puis c'est un travail collectif. Puis c'est pas un travail qui se fait, moi je crois, puis c'est ce que je pense, une des choses qu'on voit là-dedans. C'est pas quelque chose qui... la guérison se passe pas en se garochant des insultes. Ou en se condamnant mutuellement. Mais elle se fait pas non plus par le déni ou par ce qu'on appelle souvent un pardon, mais qui en même temps juste la répression là, des émotions réelles. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que nos émotions sont complexes, parce que notre système nerveux est complexe. Le système nerveux avec lequel on interagit avec le monde. Là. Donc voilà. Puis c'est intéressant, je vais finir là-dessus là, pour ce film-là, quoique j'en aurai encore très long à dire, là. Mais parce qu'à la fin, déjà la vengeance marche, là, le meurtrier, bon, je vous vends la fin, là, mais le meurtrier, il se fait pogner à la fin, il meurt, il se fait tuer, là, bon. Mais parce que le bien doit prévaloir. Mais c'est un petit peu une fin à la diabolique là, de Mario Bava, où est-ce que tu as un autre anti-héros, un super vilain, là. Dans Diabolique, c'est un cambrioleur / super-héros. Puis, bon, à la fin, ouais, il y a une explosion volcanique, puis peu importe, il y a une explosion, puis il meurt, mais dans le dernier 2 minutes, c'est ça. Mais il a quand même réussi son vol de banque légendaire, il a quand même accompli sa mission, tu sais. Fait qu'il gagne, c'est juste que pour que la morale soit sauve, on le fait tuer à la fin de manière spectaculaire. Okay? Puis là-dedans, il arrive la même chose. Fait que déjà, ça, c'est intéressant. Mais la mort spectaculaire ici, c'est un volcan. Okay? Puis ça aussi, ça m'indique que il y a un commentaire dans L'homme téléporté qui appartient à l'expression de ce dont on essaye de parler quand on parle de caractère national. Okay. Encore une fois, dans le monde occidental, on fait beaucoup l'exaltation de la différence puis la diversité, mais c'est toujours basé sur le principe que tout le monde est pareil. Puis ça m'apparaît, moi, une forme très perverse de violence, en fait. Parce que ce que ça dit, c'est je te reconnais ton existence, je reconnais ta différence tant que tu dis que tu es pareil à moi. Mais pareil à quoi au juste? Pareil à ton essence divine, si on veut, éternelle, ça, ouais, je veux bien. Mais pareil à toutes tes a priori dans ton histoire que tu te racontes, non, ce sont souvent pas les mêmes ou contradictoires, là, tu sais. Donc, c'est ça, puis... c'est difficile. On a très peu d'outils là, pour parler de manière habile et constructive de ces sujets-là, parce qu'il y a tellement de refoulement en Occident par rapport à ça, parce qu'il y a tellement de violence, puis d'invasion, puis de conquête, en vérité, en Occident, entre autres dans les 200 dernières années. Tu sais? Pour des raisons énormément, tu sais, des raisons tout le moins économiques, mais c'est ça, là, je veux dire, c'est l'armée américaine, c'est pas l'armée belge là, qui a des bases partout sur Terre, c'est l'armée américaine. Tu sais, puis si tu refuses le libre-échange, c'est ça, c'est pas les Danois là, qui te mettent en danger. C'est pas le Luxembourg, hein. Ça fait que... voilà. Fait que c'est ça, ici, bon... dans le volcan, ben moi, ça m'a fait penser au mont Fuji. Puis le mont Fuji, c'est un symbole japonais que nous, on connaît à peine
on le voit dans le logo des studios de la Toho, là, qui font beaucoup de ces films-là. On le voit souvent dans les lutteurs de sumo, okay, ont souvent le mot Fuji dans leur nom de sumo. Ils prennent un pseudonyme quand ils font de la lutte. Là. Dans leurs années actives de lutteurs, ils prennent un pseudonyme. Puis souvent, ça veut dire genre dragon impétueux ou des affaires comme ça. Mais souvent, il y a genre Fuji dedans, dans leur nom, comme Teruno Fuji qui est Yokozuna présentement. Ben, Fuji, c'est à cause du mont Fuji. Puis le mont Fuji, c'est un symbole national japonais. Mais qu'est-ce que ça évoque vraiment? C'est un volcan, justement. Pourquoi ça leur parle autant, les Japonais? Je le sais pas, moi, je suis pas japonais. Mais clairement, ça leur parle, pas à peu près. OK? C'est pas trivial, ça. Si je regarde ça, puis c'est juste une montagne, je passe complètement à côté d'une affaire fondamentale dans leur expérience à eux. Puis si je dis on est tous pareils, ben j'ignore l'affaire qui fait que la diversité, c'est ça. C'est quoi vraiment, là, qu'est-ce qui se passe? Puis quand je passerai 20, 30, 30 ans, 40 ans à essayer de comprendre le Japon, je passerai jamais au travers. Hein? Tu sais, c'est un mystère. C'est un mystère constant. C'est un mystère qui est toujours en train de se dévoiler. Okay? Puis ça, c'est le rapport. Ça, c'est la diversité. Ça, c'est le rapport à l'autre. Là. Puis oui, l'autre, c'est moi. Complètement. Okay? Mais en même temps, ça ne l'est pas. Dans son expression, ça ne l'est pas. Puis il y a une énorme partie de ça qui est souterrain, qui est implicite ou qui est inconscient. Puis voilà. Puis... voilà. Puis quand le volcan enterre donc le méchant à la fin, ben pour moi c'est un volcan, puis ça fait peut-être un petit peu savant fou film des années 30, mais pour les Japonais, ça a dû leur traverser l'esprit que déjà des volcans, il y en a. Ça fait partie de leur expérience à eux. Puis deuxièmement, ils ont le cadre de volcan, ils ont le cadre de référence Mont Fuji. Puis Mont Fuji, c'est indissociable en quelque part de leur manière de leur rapport à eux-mêmes. Le Mont Fuji, c'est un symbole hyper puissant pour eux autres. Fait qu'en quelque part, à quel point, puis ça je le sais pas, mais à quel point est-ce que ce volcan-là qui détruit le savant, c'est pas une sorte de métaphore de le Japon lui-même détruit ce passé-là. Okay. Par justice, là, par surcroît. Il le fait parce que ça mérite d'arriver, essentiellement, en quelque part. Là. Ça me semble des questions intéressantes. Ça me semble une manière poétique d'interagir avec une œuvre. Ça me semble des questions qui sont inhérentes au film, puis qu'on peut commencer à percevoir si on arrête de se dire « Je connais toute cette culture-là parce que c'est pareil à la mienne, parce que nous sommes tous pareils. » C'est pas ça l'exercice. Puis en faisant ça, on s'ouvre aussi à quelles sont les blessures de ces gens-là. Okay. Puis parce que mes blessures à moi, c'est pas les mêmes, mais si on essaie d'enterrer nos blessures puis pas ressentir les trucs, les douleurs qu'on a, à quel point est-ce qu'on est vraiment en relation avec nous-mêmes et en relation avec les autres. Donc voilà. On en reparlera sans doute un jour. Jour pas trop lointain. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Recommandation d'aujourd'hui, j'ai parlé au début là, de films japonais contemporains. Puis l'exemple que je vais donner, c'est un de mes préférés, film d'horreur japonais, qui est Audition. Je dis contemporain, je veux dire essentiellement dans les 30 dernières années, là, grosso modo. Audition, c'est un film qui est de Takashi Miike. C'est un film qui est sorti au moment où le film d'horreur japonais commençait vraiment à s'installer en Occident, à être connu en Occident. Donc, c'est à peu près contemporain des Rings, les fameux Rings, qui ont été refaits ici. Puis il y a des Ju-On aussi, de Grudge. Là. Ça aussi, je pense qu'il y a des remakes ici. Bon. Ring, c'est très bon. Ju-On, c'est absolument...
moi, je trouve complètement terrifiant, là, genre cauchemardesque. Là. C'est dans les films d'horreur les plus épeurants que j'ai vus de ma vie. Mais Audition, c'est un autre genre. Puis c'est un autre type d'horreur. Puis c'est un type d'horreur que j'ai trouvé comparable à L'Homme téléporté. Puis c'est aussi un film qui fait un peu la même chose, dans le sens où au début du film, ça a l'air d'être une comédie romantique. Il y a ça dans L'Homme téléporté au début, parce que bon, il y a un meurtre au début, mais les premiers 5-10 minutes, ça a l'air essentiellement. Les personnages qu'on va interagir, il y a une fille, puis un journaliste, puis un policier, bon. Puis la musique de comédie romantique, il y a des situations de comédie romantique. Ça fait qu'il y a un peu ce ton-là au début. Tu penses qu'ils vont mettre beaucoup l'accent là-dessus, mais c'est vraiment juste au début, puis dans L'Homme téléporté, il revire comme sur une scène là, assez rapidement, puis il fait complètement d'autres choses avec ça. C'est moins le thème, par contre, du film de 1960, mais dans Audition, c'est complètement le thème. Il y a le même genre de revirement, par exemple. La première moitié, si c'est pas plus d'Audition, c'est un monsieur qui commence à être assez âgé. Puis il veut se marier avec une jeune fille. Il veut se marier tout court, mais il aimerait mieux avec une belle jeune fille. Ça fait que plutôt que... Parce qu'il pogne pas essentiellement autant qu'il voudrait, mais parce qu'il a beaucoup d'argent, il décide de faire croire au monde. Là, ses proches savent que c'est pas vrai, mais il décide de faire croire au monde qu'il est en train de monter une production, un film ou une série télé, quelque chose comme ça. Puis il va faire une grande campagne d'audition, comme le titre du film, à la grandeur du Japon. Fait que là, toutes les filles passent les belles filles de 18-20 ans, 22 ans, qui veulent pogner dans le monde du spectacle. Ils viennent toutes faire leur audition, puis lui, il les accueille, puis tout ça. Puis finalement, il en choisit une là, dans le lot, qui a l'air d'être la plus douce, puis la plus fine, puis la plus soumise, en quelque part, il y a ça aussi, là. C'est la plus conforme, si on veut, au rôle traditionnel de la femme au Japon, si on veut. Ça donne l'impression qu'il y a de ça. OK. Puis il y a aussi tout un commentaire sur le rapport à l'âge au Japon, qui est complètement différent d'ici. Mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est pour dire qu'il y a toute une dimension là-dedans dont on n'a pas parlé, qui est énorme dans la culture japonaise, qui est plus que tu deviens vieux, plus que c'est important d'être respecté. Là, okay, c'est vraiment un gros truc. Là. Bref. C'est ça, dans Audition... Le choix de notre monsieur dans la 50-soixantaine s'arrête sur cette jeune fille-là, mais c'est un monstre de film, cette fille-là, dans le sens que c'est un être humain, mais c'est une meurtrière psychopathe, là, niveau film d'horreur japonais, là, c'est-à-dire que c'est pratiquement une force surnaturelle. Puis le moment où le film nous annonce que c'est ça, c'est assez... dans mon souvenir, à moi, ça fait au moins 50 minutes quasiment que le film est commencé. Là. Puis elle est au téléphone en train de parler au gars, puis ça a l'air encore d'être la comédie romantique, puis en arrière, c'est... Peu importe, vous l'écouterez, là, mais... c'est... il se passe de quoi pendant qu'elle parle au téléphone, puis t'es là... Au tabarnak! OK. Puis plus qu'on approche de la fin, plus que c'est ça, on se rend compte que non, il y a quelque chose qui est solidement pas correct dans cette situation-là. Puis à la fin, c'est une fin de film d'horreur hyper grotesque à la Takashi Miike, là, c'est un peu une de ses marques de commerce. Puis des fois, Takashi Miike, bon... Il est très bon, mais puis il fait toutes sortes de films. Là. Mais des fois, comme dans Ichi the Killer, mettons, ça a un côté... Moi, à mon goût, je trouve que même c'est cool, Ichi the Killer, mais pour moi, c'est trop grotesque pour être grotesque par bout. Là. C'est comme... c'est... Bon, c'est une question de goût. Là. J'ai des amis qui aiment beaucoup ça, en particulier. Mais Mathieu, salut. Si t'écoutes la vidéo, salut Mathieu. Mais c'est ça, dans Ichi the Killer, je trouvais que des fois c'est juste c'est grotesque pour être grotesque, mais si c'est hyper grotesque, pour une raison en quelque part, c'est
horrible, là, ce qui se passe à ce gars-là, ce que la fille fait, mais il y a un côté où est-ce qu'il l'a mérité en quelque part. Puis il y a un côté où est-ce que cette fille-là, ben c'est ça, elle incarne le rôle de la fille japonaise traditionnelle, c'est ça, très soumise, très... puis... c'est étonnant quand on regarde ça dans les films japonais à quel point il y a souvent des... Ils ont tout le côté très, très propre, très beau, mais il y a aussi tout le côté manga, tout le côté hentai, là, puis le côté hyper violent, hyper glauque. Fait que... il y a quelque chose en dessous de la surface, qui s'exprime dans beaucoup de la culture japonaise, dans la culture... Bon, qui s'exprime dans Audition, puis qui est super intéressant. Mais là, le rapprochement que je fais ici, c'est que c'est ça, le genre, c'est ce côté horreur existentiel, essentiellement. Le côté, puis le côté de sentir, toi, comme spectateur dans le film, qu'il y a quelque chose d'horrible qui s'en vient, puis tu sais pas c'est quoi, mais tu sais que ça va faire mal. Ça va être bon. Puis, dans L'homme téléporté, m'a-t-il semblé à moi, c'est essentiellement le même climat, et puis ça, c'est remarquable. Donc, L'homme téléporté de Jun Fukuda de 1960, pourquoi c'est bon? Parce que c'est un film de science-fiction japonais de 1960 qui a un climat de film d'horreur japonais contemporain.